évoquer le rôle extrêmement important de l'automatisation. On en a parlé un petit peu dans le webinaire précédent, mais je crois que c'est votre spécificité, donc on va en parler un petit peu plus en détail. Donc depuis 1 an ou 2, on parle énormément de l'arrivée du machine learning, du deep learning, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le gros focus. On n'arrête pas de faire la une des magazines avec ces sujets-là. Et c'est un fait de toute manière absolument indéniable. L'IA et les applications cognitives sont au rendez-vous des investissements de toute manière pour 2017 et pour les années à venir. Au niveau mondial, ces technos devraient représenter au moins 12 milliards de dollars, qui est quand même un bond de presque 60% par rapport à l'année précédente. Et puis c'est qu'un début. Les investissements en la matière vont continuer de croître avec au moins 50% de croissance jusqu'à 2020. Donc c'est vraiment un investissement extrêmement important et fondamental dans les entreprises pour les années à venir. Donc on le voit, ça va être très difficile d'ignorer ces technologies là au cours des prochaines années. Donc si les champs applicatifs sont vastes, c'est vrai qu'on peut faire, passez-moi l'expression, mais un petit peu du biscuit au porte-avions, on l'a vu tout à l'heure aussi dans le MOOC, dans le webinaire précédent, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les MOOC. Aujourd'hui, on va quand même avoir une approche un petit peu plus fine, avec un usage particulier qui est celui de la prédiction des pannes grâce à l'IoT et l'intelligence artificielle. Alors, pour évoquer ces avancées, je vais vous présenter tous les trois. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Donc, Marc Lejeune, vous êtes responsable commercial maintenance prédictive chez NJ Axima. Eric Desparture, j'espère que je le prononce bien. Desparture. Ok. Expert technique, vous avez plutôt une orientation de techno. C'est ça. Et Axel de Coursac, donc vous êtes data scientist, donc qui est justement, précisément, un peu la fonction dont on parlait, qui a un rôle aussi central dans le MOOC précédent. Voilà, donc comme d'habitude, on vous donnera, il y a à la fin le lien d'un article. Il y a un article qui est disponible sur ce sujet-là, sur le blog d'Orange Business Service. Et puis maintenant, donc, je vais vous laisser, comme je vous l'ai expliqué, le partage de la souris avec une fenêtre de tir un petit peu fine. Donc avec des bonnes lunettes comme les miennes, ça va le faire. Ouais, Eric, en tant qu'expert technique, se charge de la manipulation de la souris. Okay. Merci avant tout de votre accueil. Donc Eric et moi-même, d'abord pour commencer par vous présenter ce focus sur la maintenance prédictive. Et on va développer un cas d'usage, celui de la centrale de traitement d'air, donc l'équipement essentiel au maintien de la qualité d'air intérieur, que ce soit en tertiaire ou en industrie, donc un sujet qui va devenir de plus en plus prépondérant. Alors vous connaissez NJ en tant qu'énergéticien mondial. NJ, c'est pas que ça, c'est aussi un leader des services aux usagers, avec aujourd'hui près de 100 000 personnes, soit 2/3 de ses collaborateurs dans les services. En France, c'est une business unit B2B qui est leader de un service avec plus de 40 000 collaborateurs au sein de 4 entités qui sont Endel NJ, NJ Cofeli, NJ Neo et NJ Axima. Au sein de cette BU, donc nous, NJ Axima, nous intervenons sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de sa conception, sa réalisation, son exploitation et sa maintenance avec un engagement de performance, qui soit aujourd'hui sur de l'énergie ou sur un engagement performantiel sur le résultat apporté. Dans les secteurs aussi bien industriels que retail, santé, autour de 3 métiers forts qui sont la réfrigération, c'est-à-dire le froid commercial ou le froid industriel, la sécurité incendie des bâtiments industriels ou tertiaires, la maintenance technique et le génie climatique, donc chauffage, la climatisation et la ventilation. On dispose avant tout d'un réseau de proximité, un réseau d'experts techniques qui intervient en maintenance pour générer à peu près un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros annuels de contrats de maintenance. Alors pour répondre aux besoins de nos clients et les accompagner dans l'innovation, la direction d'NJ Axima a créé des nouveaux services qui sont principalement centrés sur toute cette chaîne de valeur du digital, sur cette nouvelle technologie Big Data, IoT. Une direction déléguée numérique, en premier temps, qui est là pour apporter des services d'hypervision en temps réel sur les équipements de nos installations, sur le bâtiment et des solutions IoT,
Une direction Smart Data qui accompagne nos clients avec des services à l'usager, de façon générale, intervient bien entendu sur la maquette numérique du bâtiment et la direction déléguée à la maintenance prédictive que nous représentons aujourd'hui. Alors nous sommes 4, petite entité, mode start-up très fluide pour s'adapter aux demandes et nous intervenons en expertise, plutôt allié à l'expertise de notre réseau, l'expertise technique. 4 personnes, une data scientist nous apporte toute cette vision, Eric, expert technique, spécialisé dans la méthode et dans la maintenance, expert technique IoT aujourd'hui, et moi-même pour le développement commercial. Donc on réunit et on conjugue deux compétences, nos compétences métiers, historiques, techniques et l'ensemble des technologies IoT et Big Data pour arriver à satisfaire et valoriser les données de nos clients. La maintenance prédictive, on va refaire un focus sur la maintenance prédictive. C'est quoi? On va refaire le parallèle très simplement avec la maintenance du moteur de votre voiture. Il y a différents niveaux de maintenance, la maintenance prédictive et la maintenance prescriptive, c'est vraiment l'aboutissement, la conjugaison, donc cette expertise technique et le big data. D'abord la maintenance réactive, c'est quand vous intervenez parce que le voyant est rouge, derrière sur le tableau de bord, vous avez une panne, donc vous intervenez a posteriori de la panne et quand la casse est intervenue. La maintenance préventive, c'est ce qu'il faut réaliser déjà, c'est vraiment la base, c'est la réalisation d'opérations de maintenance standardisées, planifiées, suivant des spécifications très pointues. Conditionnelles, on intervient au-delà à partir d'un délai, d'un événement, d'un dépassement d'événement, d'un dépassement de seuil. C'est la vidange que vous faites tous les 20 000 km ou les 30 000 km pour prévenir la panne. Et le prédictif, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des voitures autonomes, des voitures connectées. Et c'est pour nous la réunion de notre expertise technique sur l'analyse des données du client, conjuguée avec une analyse algorithmique et le big data pour aboutir à un modèle prédictif qui répond aux enjeux du client. Les enjeux, on les a analysés par notre connaissance, cette connaissance métier, cette connaissance de réseau. Elles sont principalement pour l'industriel axées sur deux axes forts qui sont la disponibilité des installations et la maîtrise budgétaire, bien sûr. Donc les industriels souhaitent avant tout aujourd'hui disposer d'indicateurs de performance sur leurs installations, maîtriser leur investissement sur la durée et d'optimiser leur coût de fonctionnement. Donc aujourd'hui, la prédiction des pannes leur permet de déterminer le reste à vivre des installations. Quand a lieu la panne, quand je dois changer mon matériel, et donc faire mes plans pluriannuels de maintenance et prévoir mes budgets de façon réelle et concrète pour assurer donc, cette garantie de fonctionnement et de disponibilité. Pour le tertiaire, on retrouve les mêmes enjeux avec une vraie volonté d'adapter les services à l'usage réel du bâtiment. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire la même maintenance si j'ai que 50% d'exploitation de mon bâtiment sur des zones utilisées, ainsi de suite, avec une nécessité de garantir, quel que soit l'usage, un niveau de qualité de service aux occupants. Et en ça, la qualité d'air, donc c'est un enjeu majeur qui soit commun donc, à au tertiaire et à l'industrie. Et Eric vous présente comment on souhaite y répondre grâce au big data et l'intelligence artificielle. Donc je vais présenter le cas d'usage de notre pilote, le traitement d'air en salle propre ou salle blanche. Je commence par préciser ce qu'est une salle blanche ou une salle propre. Il s'agit d'une pièce où la concentration particulière par unité de volume est maintenue de manière à minimiser l'insertion, la génération, la rétention de particules qui sont de l'ordre du micromètre dans la pièce. Il y a également des paramètres tels que la température, l'humidité, la pression relative qui sont maintenus de manière très précise. Généralement, les salles blanches sont utilisées dans les domaines sensibles aux contaminations environnementales. Donc on retrouve par exemple la microélectronique, l'hospitalier avec les blocs opératoires, les laboratoires à confinement bactériologique, l'agroalimentaire également, l'aérospatial. Donc c'est des technologies de pointe. Il est important de comprendre que la centrale de traitement d'air est l'équipement essentiel qui permet de maintenir ces conditions particulières. En cas d'arrêt inopiné d'une centrale, vous avez un impact direct et rapide sur les conditions ambiantes et sur les éléments qui s'y trouvent. Voilà pourquoi nous avons l'ambition d'augmenter la fiabilité et la performance des centrales de traitement d'air. Nous avons identifié 3 points. Le premier, remplacement des filtres au point optimal. J'apporte une précision sur le fonctionnement des centrales de traitement d'air. Ce sont des centrales à débit d'air constant. L'encrassement des filtres est compensé par une
accélération progressive de la vitesse de rotation du moteur, et lorsqu'il y a augmentation de la vitesse, il y a augmentation de la consommation électrique. Donc, du point de vue du coût des éléments de filtration et du coût énergétique, quel sera le moment le plus favorable pour remplacer l'élément de filtration? Si on connaît la vitesse d'évolution de la courbe d'encrassement du filtre, on sera capable de déterminer suffisamment à l'avance quel sera le meilleur moment pour arrêter la centrale. J'ai préparé les arrêts de production de nos clients. Il y a également aussi la partie impact sur l'optimisation du stock du fait de cette planification anticipée. Deuxième point, détermination des gammes de maintenance évolutive des CTA par analyse vibratoire. Marc en a parlé juste avant. Dans les gammes de maintenance, on retrouve une liste d'actions à mener sur un équipement pour garantir son bon état et ses performances. Il s'agit d'actions qui sont déclenchées en fonction d'un calendrier établi ou d'indicateurs d'usage, comme les ordres de fonctionnement. Du coup, l'analyse vibratoire réalisée de façon automatique par notre système, je vais y revenir après, va permettre de cibler quelles sont les actions à mettre en œuvre et surtout dans quel délai les mettre en œuvre. Troisième étape, modélisation du fonctionnement aérolique et énergétique d'une centrale de traitement d'air en conditions réelles. Alors, on va procéder en 3 étapes. La première, modélisation du bon fonctionnement d'une CTA. Les objectifs sont atteints de manière efficace. Deuxième étape, modélisation de la dérive et la dégradation progressive des performances de cette centrale de traitement d'air. Et troisième étape, le défaut qui caractérise une CTA, qui occasionne l'arrêt. Alors, pour modéliser ces différentes étapes, il nous faut des données. Quelles sont-elles? Alors, je vais commencer par présenter rapidement le schéma de la CTA. Vous retrouvez, en partant de la gauche, le flux d'air ambiant qui est symbolisé par la flèche. Il traverse une première barrière de filtration G4. Il est ensuite brassé par un premier motoventilateur, VEX 2. Il arrive dans un caisson de mélange. Une partie du flux d'air est rejetée. Une partie du flux d'air est recyclée et mélangée à de l'air extérieur. Cet air mélangé passe par une seconde barrière de filtration G4, un second motoventilateur de brassage, traverse ensuite une batterie alimentée en fonction de la saison en eau chaude ou en eau glacée, et pour finir, pour être soufflé à la bonne température. Alors, il existe deux façons de récolter les données. On a aujourd'hui des systèmes de régulation déjà en place qui mesurent des données de température. Donc on voit à l'écran les données de température à l'aspiration de la centrale côté air repris, côté air extérieur, et également la température de soufflage qui a un impact direct sur la température ambiante qu'on souhaite maintenir. Deuxième type de mesure, les données de pression. Pression en entrée de la centrale, en sortie de la centrale, pour maintenir un débit d'air constant et une pression en salle constante. Il y a également les données de commande de notre automatisme, commande sur la vitesse de rotation des motoventilateurs, commande de la répartition des flux d'air, rejeté, recyclé, air neuf, sachant que l'air neuf a un impact significatif sur la consommation énergétique de nos systèmes. Troisième signaux de commande, sur la droite, le pourcentage d'ouverture de la vanne qui a un impact direct sur la température de soufflage. Alors, ces signaux mesurés sont essentiels pour l'automatisme de la centrale de traitement d'air, mais insuffisants pour notre pilote. C'est pourquoi on a fait le choix de compléter ces mesures avec des capteurs utilisant une technologie de transmission IoT. On a ajouté des capteurs de pression différentielle sur les filtres pour suivre leur encrassement, des capteurs capables de surveiller la consommation électrique des moteurs, et enfin, des capteurs capables de surveiller la vibration des moteurs. Alors, je vais quand même préciser aujourd'hui, on a deux façons de surveiller les vibrations sur les motoventilateurs ou tout autre moteur, sur machine tournante. Un système dit offline. En fait, le technicien vient sur site, instrumente le moteur, effectue ses mesures, enlève l'instrumentation,
rédiger un rapport et émettre ses préconisations. Deuxième type de surveillance, avec les systèmes online. C'est des systèmes complexes, coûteux, qui effectuent des analyses en continu. On est de l'ordre de 20 000 données à la seconde, donc un énorme volume qui nécessite des connexions haut débit. On ne peut pas utiliser les technologies IoT de transmission. D'où l'intérêt pour nous d'avoir développé ce capteur innovant pour mesurer les vibrations de nos motoventilateurs. Alors, ce qui est innovant, c'est ce système d'intelligence embarquée dans le capteur qui va effectuer des mesures de niveau global de l'accélération, de la vitesse, du déplacement sur 3 axes pour transformer ce signal temporel en signal spectral directement, localement, dans le capteur. Quel est l'intérêt d'effectuer une analyse spectrale sur la vibration? Eh bien, le schéma apparaissant à l'écran représente en haut l'ensemble des défauts caractéristiques qu'on pourrait retrouver sur un motoventilateur. Notre système, on va prendre par exemple le troisième défaut à l'écran, le balourd. Notre système va mesurer l'amplitude d'une vibration spécifique d'un balourd qui a une fréquence caractéristique. Donc, il va mesurer l'amplitude de cette raie de spectre, qui est représentée en bas du schéma par la raie numéro 3, et va transmettre 2 fois par jour, grâce au réseau IoT, cette valeur d'amplitude. Il va procéder de la même façon sur les 9 autres raies du spectre apparaissant en bas sur le signal. Ainsi, 2 fois par jour, nous aurons l'évolution de l'amplitude des raies caractéristiques, et il suffira alors à nos algorithmes de déterminer l'évolution de ces amplitudes, de déterminer s'il y a apparition d'un défaut et sous quel délai il va devenir critique. Quel délai il va devenir critique. Alors, comme vous l'avez vu, cette innovation nous apporte principalement la possibilité de piloter les installations et de les maîtriser en fonction de leur usage réel. On peut retenir 4 avantages principaux. Le modèle va nous permettre, en tant que mainteneur, de garantir le bon fonctionnement et de vous garantir le bon fonctionnement in situ des installations, pour identifiant les dérives au plus tôt pour intervenir avant la panne. On adaptera ainsi nos gammes de maintenance à l'usage réel de l'équipement dans sa situation et non pas sur une fiche de données théorique, pour pouvoir fiabiliser l'ensemble de l'allocation des ressources, qu'elles soient humaines et techniques, et garantir donc toute la logistique associée. La maintenance prédictive, donc la prédiction des risques de panne, va nous permettre d'apporter service à nos clients sur le tertiaire industriel, de prédire la fin de vie des équipements pour pouvoir faire les plans de maintenance annuels et derrière maîtriser les budgets, ces budgets d'investissement et de renouvellement d'équipements sur la durée de vie du bâtiment. Axel va nous présenter comment justement on élabore ces modèles. Merci beaucoup. Donc effectivement, on passe à la partie analytique du projet qui est réalisée par Myriad dans le cloud Orange. Alors, tout d'abord, quelques mots d'introduction sur qui est Myriad. Donc Myriad, nous sommes une société qui mettons en place des solutions de big data et d'intelligence artificielle. Alors nous intervenons sur toute la chaîne de valeur de la donnée, le conseil, le data management, l'analyse des données et l'architecture. Et nous avons une appétence toute particulière pour tout ce qui concerne la valorisation des données grâce à la data science et à l'intelligence artificielle. Et c'est une dimension où on va jusqu'à la R&D, à la recherche et au développement. Donc, voici maintenant une petite présentation globale de l'architecture générale du projet. Donc, on part des capteurs connectés qui sont sur les centrales de traitement d'air et qui ont été présentés par Eric. Ces capteurs vont remonter des signaux, donc par exemple des signaux de vibration, sur le réseau IoT. Ces signaux vont être traités et transmis jusqu'à la plateforme analytique dans le cloud Orange. Et alors, cette plateforme Big Data, elle permet plusieurs choses. Elle permet d'abord d'intégrer toutes ces sources de données, tous ces signaux. Elle permet de les filtrer, de les nettoyer, de les stocker de manière optimisée.
Et ensuite, elle permet de visualiser tous ces signaux et d'éditer des rapports de situation. Elle permet aussi de faire de l'analyse exploratoire pour extraire des patterns de corrélation. Et enfin, elle permet de construire des modèles prédictifs qui vont détecter les pannes en amont et optimiser les plans de maintenance. Donc voilà un petit peu le schéma global de cette architecture. Et si vous le voulez bien, eh bien, on va passer maintenant dans le détail chaque phase. Donc, alors, la première phase, c'est la phase de normalisation des données. Donc ça inclut notamment le chargement de toutes les données qui ont été présentées par Eric. Donc il y a des données de vibration, mais donc des signaux. Et on a vu aussi qu'il y avait d'autres types de données comme la température, la pression de l'air, la consommation d'énergie et bien d'autres. Et une fois que toutes ces données sont chargées sur la plateforme analytique, vient une autre phase de nettoyage et d'optimisation de la qualité des données. Alors, on va notamment gérer tout ce qui est remplacement des valeurs manquantes, grâce à des règles métiers, traitement des valeurs anormales, et ensuite on va aussi classifier ces différents signaux en fonction de leur source, et on va pouvoir aussi les rapprocher en fonction d'un critère commun qui est le timestamp, c'est-à-dire l'horodatage ou l'instant auquel ils ont été captés. Et enfin, on va définir avec NG-Axina des indicateurs de qualité et on va les implémenter, de qualité de données, et on va les implémenter dans la plateforme analytique. Et en parallèle, on va aussi mettre en place des outils de visualisation des données qui ont ainsi été traitées par cette phase de nettoyage et d'optimisation. Et ça va être très très utile, notamment pour la deuxième phase, qui est la phase de modélisation des données. Donc, passons à cette deuxième phase. Alors, avant de modéliser les données, on va d'abord faire leur analyse, essayer de les comprendre. Donc, en tant que série temporelle, c'est-à-dire fonction qui dépend du temps, on peut extraire un certain nombre de caractéristiques très importantes de ces signaux, notamment la tendance, la saisonnalité. Il y a un certain nombre d'autres paramètres, comme par exemple la valeur moyenne, ou alors l'autocorrélation. Là, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Alors, pour vous donner un feeling de ce que c'est, essayons de définir ce que c'est que la tendance d'un signal. Donc, comme son nom l'indique, ça correspond à l'évolution globale du signal au cours du temps. Donc, sur le petit graphique que vous voyez, qui représente par exemple un signal, on voit qu'il y a une tendance décroissante, donc la tendance diminue au cours du temps, et qu'elle peut être approximée par une fonction linéaire, par une droite dont la pente descend. Alors pour la saisonnalité, ça correspond aux variations qui vont se répéter au cours du temps, régulièrement au cours du temps, de manière périodique. Et donc là, par exemple, aussi sur le graphique, on peut voir qu'il y a 4 variations de ce type. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qui est extrait de ces séries temporelles. Et ça caractérise un signal donné. Mais on peut s'intéresser aussi à la corrélation qu'il y a entre les différents signaux. Et donc cette corrélation peut être faite à un instant T. Donc on compare différents signaux au même instant. Ou alors on peut aussi inclure un certain retard parce que un certain signal peut avoir une influence sur un autre, mais en incluant un retard. Voilà. Et donc, toutes ces caractéristiques essentielles que sont la tendance, la saisonnalité ou la corrélation entre les différents signaux, c'est ça qui va caractériser, qui va baliser le fonctionnement normal d'une centrale de traitement d'air. Donc voilà à quoi sert cette analyse. Et cette analyse permet ensuite une modélisation mathématique des signaux. Donc on a vu qu'on les représentait de manière très simple avec ces critères, tendance, saisonnalité. Donc ça permet une agrégation des données, une manipulation beaucoup plus simple des signaux. Et enfin, en mesurant l'importance relative de ces différentes caractéristiques, donc tendance, saisonnalité, corrélation, on va pouvoir aussi construire des métriques de comparaison des signaux. Voilà. Et ça nous amène directement à la troisième partie, qui est l'implémentation des modèles prédictifs, que sont par exemple le machine learning ou le deep learning.
Donc, on va construire de tels modèles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle prédictif? Eh bien, un modèle prédictif, c'est un modèle qui va apprendre de manière automatisée à détecter des comportements anormaux ou des pannes à partir d'ensembles de données d'apprentissage. En fait. Alors, ces ensembles de données d'apprentissage, ça va être constitué par l'historique des signaux qui auront été intégrés sur cette plateforme analytique. Et l'apprentissage de ces modèles peut se faire de deux manières différentes, principales. Alors, tout d'abord, il peut se faire de manière supervisée. Donc, par exemple, on a des modèles de classification. Et là, en fait, on va devoir indiquer sur le signal eh bien, quand est-ce que le signal correspond à une panne. En fait. Et ça peut se faire, par exemple, eh bien, en déclenchant physiquement des pannes tests sur l'installation et en étiquetant le signal à ce moment-là. Et autre méthode d'apprentissage, c'est le non supervisé. Donc, par exemple, il y a des modèles de clustering. Et ça, l'apprentissage se fait à partir de la déviation du signal actuel par rapport au fonctionnement normal de la centrale de traitement d'air. Donc, on a deux méthodes qu'on peut combiner. Et une fois ces modèles construits, on va les implémenter, on va les entraîner sur ces ensembles d'apprentissage. On va les scaler aussi au big data sur la plateforme analytique. Et enfin, on va les tester. On va tester leur performance sur de nouveaux jeux de données. Et ça va permettre de les optimiser, d'optimiser tout le paramétrage de ces modèles prédictifs pour de meilleures performances. Et aussi, donc, de construire des plans de maintenance prédictive. Et enfin, dernier point, en ce qui concerne l'amélioration continue des modèles, eh bien, ça c'est quelque chose qui se fait de manière tout à fait naturelle dans ce contexte de modèles prédictifs. En effet, eh bien, toutes les données qui arrivent au cours du temps et qui sont intégrées sur la plateforme analytique, elles vont venir nourrir ces ensembles d'apprentissage et permettre un meilleur entraînement au cours du temps de ces modèles prédictifs qui vont avoir ensuite eh bien, des performances de prédiction toujours plus précises au cours du temps. Donc voilà le schéma global du fonctionnement de cette plateforme analytique pour ce projet de maintenance prédictive pour NG Axima. Voilà, je vous remercie. Ok, alors il y a des questions. Alors moi j'en ai noté plein déjà. Il y en a quelques-unes. Un projet de ce type-là, sur ce modèle, c'est combien de capteurs à peu près déployés au global? Parce qu'on disait un capteur c'est 20 000 signaux à la seconde, c'est ça? Non, c'était les systèmes standards classiques qui existent aujourd'hui chez les industriels pour faire de l'analyse vibratoire. Donc c'est des 20 000 données de seconde, effectivement, donc ça nécessite des connexions ADSL pour émettre ces données. Là, on n'est pas sur ce volume de données. C'est ça. Ouais. Justement, notre système allège le volume de données. On est inférieur à ça, parce que sinon, c'était la question, là on a un data lake qui est juste colossal. Ouais. On est sur combien de capteurs sur un projet de ce type-là et sur des volumétries de données qui correspondent à peu près à quoi? Alors, le volume de capteurs, on va avoir une vingtaine de capteurs. On a 200 traitements d'air sur le pilote. Après, en volume de données, on avait essayé de faire une estimation. On était à une centaine de kilooctets par jour à peu près. Oui, c'est ça. Ça réduit finalement. Oui, c'est pas d'énormes volumes de données. Ce sont des données, c'est quoi? C'est des données ASCII brutes, enfin oui, c'est ça. Ok. Alors la première question que j'ai, merci, je l'avais noté. Quel est le coût pour installer des capteurs pour analyse vibratoire des motoventilateurs? Ça c'est Yann B qui nous pose la question. Et Andrew, ce qu'il souhaiterait savoir, c'est quel est le coût de l'installation globale, de l'installation des capteurs eux-mêmes jusqu'à la partie analytique. Un ordre de grandeur? Très difficile à établir. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait apporter, c'est plus un service. C'est-à-dire que l'installation du capteur, la prédiction, la mise en place du pilote, et n'est pas que notre souhait de service, c'est vraiment englober ça sur un service qui va de l'analyse de l'existant, alors quel type de capteur poser, et derrière apporter services récurrents complémentaires, et de lier bien sûr derrière ce pilote et cette modélisation, si je prends le cas industriel, à son process.
on aura des évolutions de process, ce sera un modèle. Donc, c'est-à-dire que la prestation ne sera jamais réellement finie. Donc, on essaye, nous, de lisser ça au travers d'un contrat de service sur lequel on va ainsi inclure la mise à jour de l'ingénierie des modèles, on va inclure la garantie des capteurs, la réintervention, leur pose, le câblage, ce genre de choses. Après, on peut avoir différents modèles. On peut avoir un modèle d'installation. On a les demandes aujourd'hui d'industriels qui veulent investir et être propriétaires de ces investissements. Et après, on a des modèles qui sont plus sur un service locatif. Dans les faits, aujourd'hui, pour une centrale de traitement d'air, c'est des prix qui sont, des chiffres qui sont à prendre vraiment avec beaucoup de recul. On est largement inférieur à 5 kg année pour ce service par capteur, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, si j'ai un site avec 10 centrales de traitement d'air sur 10 ateliers qui sont à peu près comparables, on pourrait imaginer faire un modèle qui soit redondant sur les 10 ateliers. Et auquel cas, on aura une économie d'échelle. On a reproduit un cas sur lequel les capteurs de vibration étaient existants, et on y a rajouté simplement notre antenne, avec cette intelligence embarquée qui permet de réduire les 20 000 données à quelques données caractéristiques qu'on analyse, auquel cas le coût est moindre. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses, des conditions d'intervention, des conditions d'installation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, il faut savoir ce qu'on essaye de faire avant tout, c'est d'obtenir le maximum de données déjà existantes sur une installation de traitement d'air. Elle est instrumentée, une centrale de traitement d'air est instrumentée, ou d'autres systèmes, on a sa propre régulation qui peut déjà nous donner beaucoup. Et le but, c'est de réduire à minima le nombre d'objets connectés complémentaires en fonction de l'objectif et du retour sur investissement potentiel. Donc voilà, on est sur un coût qui est aujourd'hui très très en deçà du coût global de l'équipement ou des pertes de fabrication et de production qui pourraient être engendrées par un air inopiné, ou si je prends le cas d'air très précis sur des salles avec ce qu'on appelle des salles propres, le coût de requalification d'une installation après une panne est très très largement supérieur au coût d'investissement. Donc on a un ROI qui va être très court. Juste une question, parce qu'il y a pas mal d'autres questions qui arrivent, par rapport à un autre domaine qui est celui par exemple du traitement de l'eau, où il y a des équipements déjà avec des postes de relevage de données. Oui. Quel problème, est-ce que vous avez ce problème-là, qui est un problème assez récurrent aussi dans le domaine de l'eau, qui est le problème de l'unification des données qui sont des fois complètement hétérogènes, avec des sources qui sont complètement hétérogènes. Et donc, comment est-ce que vous gérez ce problème? C'est vraiment un gros travail. Aujourd'hui, on a une plateforme de données. On peut travailler avec des partenaires sur les plateformes de données où on est capable d'intégrer aussi bien des données de régulation remontées par modem ou liaison ADSL, des capteurs connectés, on y additionne éventuellement des données des ERP, d'autres sites, tout l'environnement de données du client peut être utilisé. On va intégrer des bases de données SQL, du NoSQL, tous les standards usuels, voire des fichiers CSV si nécessaire. Qui est d'ailleurs souvent le cas en milieu industriel, c'est la plupart du temps, c'est ça. Donc un des gros travail de cette donnée, c'est le travail d'Excel, c'est de consolider tout ça. L'intégration et de la consolidation, de la normalisation de toutes ces données, exactement. D'accord. Alors, j'ai une question un petit peu technique qui me dépasse un peu, donc je vais la lire, si vous me permettez. Alors, voilà. Bonjour, la mise en place, donc c'est Xavier P qui nous pose la question. Bonjour, la mise en place de ces analyses est-elle envisageable sur une installation froid dont le fonctionnement n'est pas stable, mais fluctue de façon plus ou moins importante en fonction de la demande du process? Alors, techniquement, oui. La difficulté, ça va être surtout de déterminer quels indicateurs prendre en compte. Il va falloir surveiller la performance de la machine et également mettre ça en corrélation par rapport à la demande en sortie de machine. Et je pense qu'à partir de ces deux indicateurs, on va être capable d'établir peut-être des modèles différents. Il y aura peut-être besoin d'un apprentissage plus long, mais dans tous les cas, on aboutira à quelque chose. Donc la réponse est oui. Ok. Alors là, ensuite, on a une question de Laurent. Quel type de panne avez-vous généré pour votre apprentissage? Donc ça, je pense que c'est plutôt pour vous. En fait, là, c'est des pannes tests physiques. Oui, ça va être des tests physiques qu'on va sectionner. On va prendre nos historiques de GMAO, donc gestion de maintenance assistée par ordinateur, et reprendre les pannes caractéristiques qui interviennent sur le CTA. Donc on n'a pas encore fait ce travail de lister l'ensemble des pannes, on va le faire.
Et demain, sur le pilote, on sera à même de simuler ces pannes et justement de générer des anomalies qui seront relevées par les algorithmes. Ok, alors une autre question, il y a beaucoup de questions, donc on va les prendre les unes après les autres. Quel temps faut-il pour mettre cette surveillance en place et avoir des analyses pertinentes? Comme le fut le canon, c'est ça? Le temps suffisant, si vous me permettez. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va dépendre de la fréquence d'occurrence des événements, clairement. Donc l'esprit, c'est de se dire, on va travailler sur une période, c'est les pilotes que nous déployons aujourd'hui. L'instrumentation de l'équipement, ça va vraiment dépendre de contraintes techniques, d'accès au système, d'arrêt de production, ce genre de choses. Dans le cas de la pharmacie, par exemple, on ne va pas intervenir sur une centrale. Impunément, sans conséquence. Donc c'est vraiment des moments cibles. Donc l'installation est pas longue, de poser le capteur en lui-même, de le câbler, de le raccorder, tout si on a un capteur alimenté, c'est pas ce qui est difficile non plus. L'intégration du capteur et de la donnée sur notre plateforme de données, c'est très rapide, hein, par un objet connecté, entre le moment où on le pose, on l'identifie et on le repart sur la plateforme, c'est 15 minutes pour intégrer un objet, donc c'est aussi très rapide. Après, il faut définir une période d'apprentissage qui est pertinente par rapport derrière à la durée de vie et à l'historique. Et peut-être, pourquoi pas, déjà travailler, analyser les données du client pour voir la fréquence, l'occurrence des pannes qui va nous permettre de conditionner cette période d'apprentissage pour pouvoir avoir un modèle qui est ce qu'il est au début et qui va, comme disait Axel, venir par itération successive s'améliorer au fil du temps. Ok. Alors, oulala, il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de tenir toutes les questions dans une dizaine de minutes. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas en louper. Quel temps faut-il pour mettre? Donc ça, on vient de répondre. Utilisez-vous la technologie LoRa sur ces types d'installations? Oui. Les capteurs connectés utiliseront soit les technologies Sigfox ou LoRa. Ça dépendra de la configuration du site, du taux de réception et d'émission en fonction des réseaux. On est même capable de déployer notre réseau LoRa privé sur un site si besoin. Donc technologie Sigfox et LoRa. Ok. Alors, Laurent L. Bonjour. Offrez-vous aussi des services pour ce qui concerne les domaines autres qu'en HVAC? Nous sommes en phase d'analyse pour ce qui concerne nos unités nucléaires, Tirange, et donc là il y a 2 noms de contacts, on donnera après, mais une réponse déjà. Alors on a, je me permets d'apporter la réponse. Dans les divisions Axima, on a une division qui s'appelle Axima Process Industrie, qui est aujourd'hui mainteneur d'équipements de ventilation dans des sites nucléaires. On a des vrais sujets aujourd'hui sur le nucléaire, notamment sur la partie ventilation et sur des machines tournantes. Le capteur est là pour faire une analyse vibratoire sur une machine tournante. Ensuite, il va de soi, effectivement, que ce soit de la ventilation ou d'autres équipements, principalement sur la partie technique utilité, on pourra répondre à certaines demandes. Voilà, analyser le cas d'usage. On est en train de travailler sur ce versant, sur certains pilotes. On va équiper notamment tu peux peut-être en parler, l'école de ventilation. L'école de ventilation nucléaire, oui, c'est un peu sur le même principe. Hein. C'est une école, un centre de formation interne qui permet à nos metteurs au point d'être formés au bon réglage des installations de traitement d'air qui concernent notamment les installations nucléaires. Okay. Donc on va équiper également ces installations de capteurs et pouvoir modéliser le fonctionnement comme on le fait sur notre pilote. Bon, avant de repasser la parole à un autre auditeur, j'aimerais vous poser une question. Quel a été le rôle du cloud dans votre proposition de service? Quelles sont les valeurs ajoutées qui vous ont permis de créer le service que vous proposez aujourd'hui grâce au cloud? Et le cloud finalement permet le déploiement d'une plateforme Big Data de manière très simple et scalable aussi. Donc ça c'est finalement 2 qualités très importantes. Ça permet aussi une intégration de signaux IoT, enfin c'est véritablement spécialisé pour ce genre de choses. Je crois que LG Axima, vous étiez tout à fait d'accord
sur ce point. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a d'autres services qui sont basés sur les objets connectés, principalement l'énergie. Le gros intérêt, il est vraiment d'enfin avoir un système interopérable. On en parlait tout à l'heure, d'isoler des données très hétérogènes pour arriver aux résultats que nous présentons et de valoriser ces données et grâce au cloud, aux technologies aujourd'hui de valorisation, de visualisation des data transformées, de donner des indicateurs de pilotage très facilement, que ce soit à l'opérateur technique, au technicien, qu'au directeur, qu'au manager de maintenance. C'est vraiment le gros intérêt, c'est qu'ensuite travailler, restituer la donnée de façon très simple, avec l'affichage et la forme qu'on souhaite. L'aspect sécuritaire joue un rôle important dans ce type de projet? Tout à fait. Alors, Ce type de projet? tout à fait. Alors, on a certains clients qui nous exigent même que ce soit fait exclusivement sur leur serveur, on-premise, ou des exports ensuite sur des bases de données externes où on pourra travailler avec pour ces analyses, mais qui vont se faire en dehors du site et en dehors d'un cloud, ou au moins sur le cloud par rapport aux capacités de calcul qu'il apporte, le cas échéant, mais avec des barrières physiques. Au demeurant, chez Engie, on a des partenariats forts pour la sécurisation des adresses IP et on travaille en collaboration avec les entités Engie Digital pour assurer ces services et cette sécurité sur l'ensemble de la chaîne de sécurité des données qui appartiennent aux clients. Ok. Alors, on reprend. Voyons voir combien de questions encore. Votre système est-il implémentable au départ de données disponibles dans l'historienne Horisoft je vois pas bien. pays, je suppose. Ça me parle pas. C'est une excellente Bon, alors Laurent, Laurent, merci d'avoir posé la question. Alors, autre question de Laurent. Qu'en est-il des aspects relatifs aux cybersécurité de votre plateforme? Donc ça, désolé Laurent, j'avais pas vu la question. Est-il possible de développer le système en interne exclusivement, serveur interne et non cloud externe? Donc ça, c'est pareil, c'est plus ou moins répondu. Ok. Quelle est la plateforme analytique utilisée? Donc là, on est plus main dans le cambouis. Écoutez, on peut revenir un peu sur le schéma général de la plateforme. Donc c'est une plateforme qui est déployée dans le cloud Orange et qui utilise des technologies de type Hadoop as a Service. Donc sur cette plateforme, on va installer différents composants de l'écosystème Hadoop. Donc notamment Spark, on va utiliser le système de stockage HDFS, on va pouvoir intégrer certaines données comme des données structurées avec Scoop, et faire du travail de visualisation avec d'autres types d'éléments. Ok. Je regarde s'il reste une question supplémentaire. De toute manière, il doit nous rester 2 minutes pour une conclusion, donc je vais vous donner la parole à chacun, mais j'ai perdu le curseur. Donc une question de Laurent, qui a peut-être été frustré par la non-réponse qu'on lui a apportée tout à l'heure, qu'on ne lui a pas apportée en tout cas. Comment mesurez-vous la performance réelle du système? Comment est-on sûr que les pannes prédites sont bien des pannes? En comparant les résultats des modèles avec les alarmes de nos systèmes automatiques, par exemple, on a déjà des remontées d'alarmes qui sont faites par nos systèmes. Il suffirait de comparer le résultat du modèle à ces défauts remontés sur la plateforme, par exemple. Donc oui, on peut identifier une panne prédite comme une vraie panne. Ok. Et derrière, l'intervention du technicien, qui est on va dire, signifiée dans la GMAO, permettra aussi de mettre à jour ces modèles. Si le technicien est intervenu et a constaté qu'il n'y avait pas de panne, il y aura réapprentissage du modèle pour aboutir à quelque chose de fiable. Une petite question en conclusion. Après, vous aurez peut-être 1 minute pour conclure vous, mais quel niveau d'économie on peut atteindre avec ces systèmes d'automatisation par rapport au traditionnel? Alors, ce sont des chiffres, comme les chiffres d'affaires générés, aujourd'hui, c'est extrêmement quantifiable parce qu'on va avoir l'économie. C'est du ordre de grandeur. Ce qu'on va retrouver dans la littérature, c'est à minima du 20%, après ça va être très large.
On peut déjà par intelligence artificielle, par trouver le point optimal de fonctionnement, arriver à gagner 15% sur l'énergie, sur la consommation. C'est déjà important. On va avoir des gains qui vont être sur la conséquence de la panne. Et le coût de la conséquence de la panne n'est pas le même sur le secteur d'activité. Voilà. Donc c'est vraiment très large. On est là pour prévenir les pannes, pour éviter qu'elles n'arrivent à leurs conséquences. Voilà, on va travailler sur la probabilité d'occurrence des pannes et d'intervenir de plus en plus tôt sur cette chaîne de panne pour intervenir sur l'élément le plus petit qui va coûter le moins cher à remplacer. Voilà. Ok. Bon, on est juste pile poil. Un mot de la fin, peut-être? Qui veut ajouter quelque chose? Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Il faut savoir que pour reprendre la question qui était posée, ce n'est pas limité à l'HVAC. Aujourd'hui, on a des sollicitations, notamment pour des surveillances d'éléments électriques, toujours pour minimiser l'intervention des techniciens. On travaille bien sûr sur des applications sur la partie énergie. Voilà, on intervient sur tous les métiers du bâtiment, sur le chauffage, la climatisation, la ventilation, le froid, et ce qui va concourir. Tout ce qui peut être traqué. Tout ce qui peut être traqué, la sécurité, la logistique, d'un point de vue large. Ok. Et ben, un grand merci à vous trois. Merci à vous. Et puis merci à tous ceux qui étaient avec nous pour ce webinaire. Et comme d'habitude, Sylvie, tu mettras en ligne la présentation. Donc voilà. Et ben, un grand merci à tous. Et bonne fin de journée. Excellente journée aussi.